Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la quatrième partie de l'algèbre. On va parler des familles de vecteurs. Donc il n'y a rien de super difficile à comprendre. Contrairement aux choses qui sont plus basiques comme les groupes, les morphismes de groupe, etc. Ça c'est des choses qui sont simples mais en même temps c'est assez abstrait. On va sortir le petit papier et le crayon et on va dessiner des plans. Yeah, pick at the pace, go. I keep it going, a foot on the brake. Whoa, ain't no one get in my lane, just give me the time and give me the place. Taking the name and no one can stop me. I ain't afraid, I'm going in Rocky, and it's a shame they all wanna copy, but ain't no way that no one can top me. Donc commençons directement. Une famille de vecteurs, c'est noté x1 jusqu'à xn. En fait, c'est juste des vecteurs de E sur un espace vectoriel. On prend des vecteurs de E et on les rejoint. Okay, donc par exemple, je peux prendre ce vecteur et ce vecteur. Paf, ça forme une famille de vecteurs. Je peux en prendre un autre. Hop. Famille de vecteurs. Ok. Et donc une combinaison linéaire, c'est de la forme le somme de lambda k xk. Il faut que ça soit fini. Donc en gros, je prends des vecteurs de ma famille et je les multiplie par des scalaires, par certains scalaires, et ensuite je les ajoute. Donc imaginons que je prenne deux fois ce vecteur, donc je me retrouve ici. Je lui ajoute un demi fois ce vecteur là, donc je me retrouve ici. Et ensuite je rajoute une fois ce vecteur là, donc je me retrouve ici. Voilà. Donc là, tout ce chemin là, ici, ça représente le point final là. Paf, on va avoir un vecteur qui va être tout simplement, si je note x1, x2, x3, ça va être 1 demi de x1 plus 2x2 plus x3. Voilà. C'est tout bon, c'est tout con, c'est juste une combinaison linéaire. Et donc, ensuite on va introduire 2-3 notions. Le fait que la famille soit libre. Donc qu'est-ce que ça veut dire que la famille soit libre? C'est le fait que ça s'écrive de manière unique. C'est-à-dire la combinaison linéaire de vecteurs s'écrit de manière unique. Donc là j'ai pris un exemple un peu plus simple. Donc ici par exemple on n'a pas une famille libre. Pourquoi? Parce que si je veux atteindre le vecteur, enfin le point 1, 1, ok, je peux composer par U puis par V, donc je fais U plus V, je me retrouve bien ici. Ou alors je peux additionner W. Donc directement, si je fais juste W, je me retrouve à 1, 1. Et voilà. Et du coup, ça s'écrit pas de manière unique. Et ce que j'ai écrit ici, c'est qu'en fait, ça c'est la caractérisation de la liberté. Donc en gros, la même manière qu'on avait l'injectivité, donc pour pouvoir prouver l'injectivité d'un morphisme, il suffisait juste de s'intéresser au noyau. Enfin, il suffisait juste de s'intéresser aux éléments neutres. Voilà, c'est pareil. Quand on a du coup une somme de vecteurs qui revient à 0, donc là, tac, 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 ok. Mais donc là, j'ai ce vecteur, puis ce vecteur, puis ce vecteur, ça revient à 0. Le seul moyen que ça soit égal à 0, c'est que tous les lambda soient égal à 0. En gros, que chaque terme ici soit nul. Que ce soit le vecteur nul. Et donc là ici on voit bien que cette famille elle n'est pas libre, puisque je peux composer par ce vecteur, donc imaginons ça c'est le premier vecteur, ça c'est le deuxième vecteur, c'est le troisième vecteur. Quand je compose par ces trois trucs là, je reviens à 0, mais pourtant j'ai une somme de vecteurs qui n'est pas nulle. Donc cette famille elle n'est pas libre. Je peux écrire par exemple ce point là, je sais que je pourrais l'atteindre avec deux combinaisons différentes de vecteurs. Deux combinaisons linéaires différentes. Ensuite on introduit du coup la partie génératrice, donc vect de f, simplement l'ensemble des combinaisons linéaires de la famille f. Et on dit du coup que f est génératrice quand tous les points de E sont atteints par combinaison linéaire. Donc ça c'est extrêmement pratique. Il n'y a aucun endroit du plan que je peux pas atteindre par une combinaison linéaire des vecteurs. Et donc ça c'est toujours quelque chose qu'on veut. Parce que souvent quand on parle de famille, quand on connaît la famille x1, xn, on veut pouvoir exprimer n'importe quel vecteur E qui peut être compliqué comme combinaison linéaire des vecteurs de la famille. Parce que c'est simple. C'est plus simple si je connais ce vecteur là et ce vecteur là, si je sais comment il se comporte, etc. Ensuite c'est plus simple du coup d'appréhender une combinaison linéaire plutôt que de juste prendre un vecteur bizarre. Tu vois, si je prends ce vecteur bizarre, je sais pas trop comment il se comporte. Si maintenant je sais que c'est deux fois ce vecteur plus une fois ce vecteur,
c'est plus parlant et on se rapporte à des choses qu'on connaît. Et du coup, notion extrêmement importante, mais du coup quand on a une famille qui est génératrice, donc qui peut atteindre n'importe quel vecteur du plan, et qui est libre, donc chaque vecteur s'écrit de manière unique comme combinaison linéaire des autres des vecteurs de la famille, on parle de base. Donc la base, c'est quelque chose d'extrêmement important, c'est vraiment la base en fait, sans mauvais jeu de mots, c'est vraiment la base en algèbre bilinéaire et en algèbre, puisque comme j'ai dit, cette fois-ci on connaît, ça veut dire que tout E est atteint par des combinaisons linéaires de la famille F, mais en plus, non seulement tous les points sont atteints, mais ils sont atteints de manière unique. Donc du coup ça a du sens de parler de coordonnées. Donc quand, pour reprendre mon truc là, ce truc là ça va être une base, et du coup vous pouvez voir que quand on a une telle base, c'est hyper pratique. Plus que d'avoir un vecteur, un point ici que je connais pas trop, je sais que je peux l'atteindre en ajoutant 2,2 fois V et en ajoutant 2,2 fois U. Et du coup, je peux le connaître. Et donc, comme c'est une coordonnée unique, comme c'est les combinaisons linéaires est unique, je peux parler de coordonnées, parce que s'il y avait différents moyens de l'atteindre, il y aurait différentes coordonnées. Là, il n'y en a qu'une seule. Du coup, quand elle est unique, on peut parler de la coordonnée. Et quelque chose qui est super important, c'est que quand on a une base de E, le nombre de vecteurs, si c'est un nombre fini de vecteurs dans la base, et ben ce nombre il est bien particulier, puisque toutes les bases de E, il peut y avoir plusieurs bases de E, hein, toutes les bases de E ont le même nombre de vecteurs. Donc là par exemple j'ai j'ai une base de R carré, mais je pourrais tout à fait prendre ce vecteur là, ok, ça reste une famille libre. Vous pouvez vous amuser à prouver que c'est une famille libre, mais on voit que c'est une base différente. Mais pour autant, le nombre de vecteurs qu'il y a dans cette base, c'est toujours 2. Ok, on n'aura jamais moins ou plus de vecteurs dans cette base. Du coup, comme ce nombre est unique, il va être noté la dimension de E. Donc ça va être quelque chose de super important par la suite, la dimension d'un espace vectoriel. C'est le nombre de vecteurs dans une base qu'il faut pour pouvoir... non, c'est plutôt le nombre de vecteurs qu'il faut dans une famille pour pouvoir former une base. C'est le nombre minimum et maximal aussi. C'est dès qu'on a plus. Donc pour information, en fait, c'est pour ça qu'il faut essayer de le comprendre intuitivement, c'est que quand on enlève ce vecteur-là, imaginons que j'enlève le vecteur U, j'ai plus qu'un seul vecteur, et là on voit bien que je peux pas atteindre tous les vecteurs. Je peux pas atteindre tous les nombres du plan. Puisqu'il me manque un vecteur. Ok. Donc, imaginons que je rajoute mon vecteur, ok. Maintenant, si j'ai un autre vecteur en trop, on voit bien que cette fois-ci, je peux atteindre tous les vecteurs du plan, mais c'est plus libre. C'est-à-dire que là, j'ai trop de vecteurs, j'en ai tellement que l'écriture n'est plus unique. L'écriture d'un point d'un vecteur de l'espace n'est plus unique. À noter aussi que je peux tout à fait avoir par exemple deux vecteurs aussi, ok. Mais si ils sont collinéaires, je peux toujours pas atteindre tous les points du plan, enfin tous les vecteurs du plan. C'est-à-dire que ça veut pas dire que j'ai deux vecteurs que j'ai nécessairement une famille qui est génératrice. Enfin, que là ça va nécessairement générer tout le plan. S'ils sont collinéaires, ça marche pas. Et de manière générale, on verra que bon, je vais pas l'aborder ici, mais il y a une notion de combinaison linéaire. Donc en gros, si un vecteur W... Attends, mais pourquoi il est parti lui? On verra que si un vecteur W peut s'écrire comme combinaison linéaire des autres vecteurs, c'est pas une base. C'est plus libre en fait. C'est plus une famille libre. Donc ça correspond bien à l'intuition. C'est-à-dire que j'ai un vecteur en trop qui ne sert à rien puisqu'il peut être atteint déjà par les vecteurs déjà présents. Okay. Lui, je peux déjà atteindre par U et V. Du coup, ça sert à rien d'avoir ce vecteur-là. C'est juste un vecteur en trop qui va enlever la liberté de la famille. Et donc ensuite, là, j'ai mis 2-3 propriétés, mais en gros, je pense que là, c'est vraiment important de comprendre d'abord ça.
Donc là le théorème de la base incomplète, c'est tout simplement compléter ou élaguer des vecteurs. Donc imaginons que là j'ai qu'un seul vecteur, ok. Le théorème de la base incomplète va nous dire qu'on peut construire un autre vecteur pour compléter la famille en une base, ok. Donc là j'avais plus une base de E parce que vous voyez que je peux pas atteindre tous les vecteurs du plan. Si je rajoute ce vecteur, je le construis, ok, déjà j'ai une base. Et pareil, le théorème de la base incomplète il me dit que si là j'ai trop de vecteurs, je peux enlever certains vecteurs et ça va rester une base. Voilà. Donc ça c'est vraiment à comprendre intuitivement. Et ensuite j'ai 2-3 petites notions. Donc quand je prends un sous-espace vectoriel de E, sa dimension est plus petite. En fait il est contenu dans E. Ok, donc là imaginons que j'ai tout l'espace vectoriel et je prends la droite. Je prends cet espace vectoriel là. Et bah il va être contenu dans E, du coup il va être de plus petite dimension. Je peux pas avoir un objet, je peux avoir un espace vectoriel qui est de dimension plus grande, mais qui est contenu dans un espace vectoriel trop petit. Voilà, et ensuite il y a la notion de somme directe, mais je pense qu'en vrai là c'est assez bien ce qu'on a fait pour aujourd'hui. Donc si vous avez bien compris la notion de dimension et tout, vous êtes très très bien. Donc en fait en prépa c'est souvent comme ça, en algèbre. On vous présente des objets, des nouveaux objets, des nouveaux mots, génératrice, libre, base, etc. Et ensuite il y a plein de propriétés qui viennent. Donc d'abord les définitions, vous devez bien comprendre ce que ça représente, etc. Là c'est extrêmement important de bien comprendre les objets. Et ensuite une fois que vous avez bien compris les objets, il va y avoir plein de propriétés qui vont du coup découler dans votre cours. Et ces propriétés après elles sont à connaître par cœur, parce que pour le contrôle, pour le DS et pour les concours, faut les connaître pour pas se fail. Par exemple le fait que par exemple le théorème de la base incomplète, voilà, le théorème de la base incomplète il est tout con puisqu'il est assez intuitif quand on le fait sur un plan, mais si vous connaissez pas, que vous savez pas le nom du théorème, vous êtes dans la merde pour quand vous allez devoir l'utiliser quoi. Parce qu'on peut pas reprouver un tel théorème, genre enfin on peut le prouver mais vous perdez juste du temps. Voilà.